Allô, bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne Mian the Writer. Aujourd'hui, je vous présente l'entrevue réalisée avec l'auteur Magali Laurent pour la promotion de la sortie de son deuxième tome de Demi-Vie. Vous trouverez ainsi un livre dystopique et science-fiction où l'auteur passionné vous racontera tout ce qu'il y a à savoir sur son monde. Bonne écoute et merci. On est en live. Fait que tu devrais avoir la notification, ça sera pas long. Mais ça, c'est comme les débuts de live, c'est tout le temps le moment le plus malaisant. C'est comme. Coucou tout le monde. Oui, c'est que. En plus, je vois même plus le live parce que je suis sur mon. En fait, je suis toute mêlée sur mon ordinateur là. Donc, je suis comme sur ta page en attendant le live pour partager. Puis du coup, je me vois plus, je te vois plus. Normalement, c'est là parce qu'il y a Joseph Aboud qui vient de dire qu'on est en live. Ah, mais oui! En fait, j'étais restée sur ton post publication épinglée. Forcément, c'est en dessous, hein? Oui, ben en fait, je pourrais juste aller m'épingler rendu là. C'est parfait, je vais pouvoir partager. Du coup, partager maintenant. Oh! Mon Dieu, oh, c'est formidable. Et je suis de retour, voilà. Voilà. Sur le site, tu es censé voir les commentaires. Est-ce que tu les vois? Oui. Ok, parfait. Voilà. Oui. Bonjour, Joseph. Au fait, là, je suis vraiment poche. J'ai pas fait de jeu pour ce soir parce que j'avais pas d'idée. J'étais comme, oh mon Dieu. Mais comme tu sais, je t'ai dit, genre, c'est comme la mi-session. Fait que là, j'étais comme, oh là là. J'arrivais pas à trouver. Fait que j'ai mis plus de questions, mais on va voir comment que ça va. Bonjour Thomas, qui est mon conjoint. On salue le conjoint de Magali. Bonjour. Ça fait toujours plaisir. Et tu fais des jeux, c'est quoi comme jeu que tu fais? En fait, c'est que des fois dans les lives, je fais comme par exemple un quiz, des mises en situation, des petits trucs comme ça, là, juste pour dire. Ben là, sur le coup, je cherchais, j'étais comme, je savais comme pas trop. C'est surtout que Demi-Vie, c'est très technologique. Il y a beaucoup de technologie, surtout dans le tome 2. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Là, je trouvais pas. Je fais comme, bon, ben... C'est sûr. Sur l'environnement, on aurait pu. Parce qu'il y a quand même un lien. Et ça peut... ce roman-là pourrait appartenir à la sous-catégorie Cli-Fi, la Climate Fiction, en fait, qui est une sous-catégorie de la science-fiction. Il y a un lien, quand même, qui est là. On pourrait parler de l'intelligence artificielle. Mais pour ça qu'on peut aller le 1... Faut pas en parler trop. Ouais, non, c'est ça. J'ai fait attention dans mes questions. Je me suis dit, on va essayer de pas trop spoiler. Fait que là, ça fait déjà comme 3 minutes qu'on est en live. On a quelques personnes. Fait que je vais présenter les bébés. Oui. Fait qu'on a le tome 1 à l'envers. Tome 1, tome 2. Fait que là, pour ceux qui voient les noms en rose, le concept, il est là. C'est à cause du rose du deuxième. C'est ça. Fait que, rupture et révolte. Moi, j'ai une question, on va commencer là-dessus. Pourquoi ces titres? En fait, c'est bête, mais le premier rupture, en fait, à chaque fois, je voulais un titre qui évoque à la fois un peu l'histoire, donc surtout par rapport à mon personnage Isia. Donc, quelque chose qui évoque un peu son parcours dans le tome. Et puis, en même temps, quelque chose qui évoque ce qui s'est passé ou ce qui se passe un peu dans l'arrière-monde. Et je voulais pas que ce soit je voulais tromper un petit peu mes lecteurs aussi. J'aime bien ça, moi, jouer avec les lecteurs. Oui. Et puis... Donc, dans le premier tome, rupture, parce que Isia, au début, elle se réveille, voilà, c'est une citoyenne du jardin dans la nouvelle cité mondiale. Ça se passe plutôt bien. On manque pas de nourriture, il y a plus de maladies, il y a pas de guerre. Enfin bref, tout ce qui s'était passé avant a disparu et les citoyens vivent bien. Donc, Isia, elle évolue là-dedans. Et la rupture, c'est parce qu'à un moment donné, elle se rend compte que tout déraille, en fait. Le monde, comme elle le connaissait et comme elle le concevait, finalement, il dérape. Donc, le titre rupture est venu naturellement
Puis après, je me suis dit, hey, ce serait le fun d'avoir des titres avec un R à chaque fois. Mais c'est ça, je me suis demandé, j'ai dit, est-ce que le troisième tome, il va être un titre en R? Oui, il va s'appeler Ravage. Ouh, oh, on a... En plus, Ravage, je faisais un petit clin d'œil à un des auteurs que j'aime énormément, qui s'appelle René Barjavel, qui a écrit La Nuit des Temps. C'est un auteur de science-fiction français qui écrivait dans les années 50, soit 50 en France. Et il a écrit un roman qui s'appelle Ravage, que je vous conseille là, pour ceux qui aiment les romans apocalyptiques. Et voilà, donc c'est un petit clin d'œil en même temps à cet auteur. Ah, mais c'est cute, ça, c'est cool. Donc oui, 3R. Mais c'est vraiment le fun que tu es dans le fond, comme, tu sais, les titres en R, ben ça fait comme une union, là, on se retrouve un peu. Ben, c'est ça, puis en plus, j'ai trouvé 3 mots qui correspondaient vraiment au parallèle que j'ai fait pour rupture. J'ai trouvé 2 autres mots qui faisaient le même parallèle. Donc, vraiment, dans révolte, on a la révolte d'Isia. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle change beaucoup dans le tome 2. Elle prend plus de lead et elle a plus de caractère aussi. Une espèce de révolte qui gronde en elle. Et puis, une autre révolte qui se passe, qui est passée, en fait. La révolte du passé. Et donc, voilà. Et puis, Ravage, je vous laisse un peu imaginer ce que ça pourrait être, là. Je pense qu'il va y avoir des ravages. Il va y en avoir. Bonjour, Karine. Oui, on salue Karine. Allô! Mais, tu sais, justement, en parlant, tu sais, comme du monde, tout ça, la trilogie de Mi-Vie, c'est une dystopie, mais comme tu dis au début, c'est une dystopie climate change. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette forme de dystopie? Parce qu'il y en a plusieurs, des formes de dystopie. Oui. En fait, c'est assez récent, la climate fiction. Je pense que c'est arrivé parce que de plus en plus, on parle d'environnement. Donc, ça s'est un peu imposé dans le genre de la science-fiction. C'est arrivé aux États-Unis, si je ne me trompe. Et puis, il y en a pas. C'est émergent, en fait. C'est émergent. Et il commence à y en avoir dans la littérature, beaucoup jeunes adultes, et puis adultes aussi, en science-fiction adulte. Alors, bien entendu, je suis très mauvaise pour me souvenir des titres au moment où il faut que je les donne. J'ai toujours des blancs de mémoire, mais si vous voulez, je vous écrirai quelques titres en commentaire après. Moi, les quiz, c'est une horreur, là, je suis toujours mauvaise. Parce que mon cerveau, il est comme pas capable tout de suite de... Voilà. Faut que je réfléchisse. Mais c'est ça, c'est vraiment un sous-genre assez récent. Ça date de quelques années, ça me dit. J'imagine que ça vient avec justement la peur du réchauffement climatique, genre la Terre qui change. Tu avais aussi partagé sur ta page il y a quelque temps la série Snowpiercer. Oui, qui fait partie de la climate fiction, effectivement, qui est une très bonne série pour ceux qui aiment ça et que j'ai vraiment dévoré. Et là, on est vraiment dans un univers très adulte. Et parfois, je me dis, ce serait fun d'écrire un roman pour adultes, mais je trouve ça aussi très dur, là. C'est toujours des univers beaucoup plus durs, beaucoup plus brutaux, bestiaux. Mais oui, elle est vraiment excellente. L'idée d'un train comme ça qui doit faire une révolution complète autour de la Terre pour pouvoir continuer à fonctionner avec l'humanité contenue dans ce train-là. Le reste, tout ce qui reste de l'humanité, en tout cas, nous pensons. Oui. Et je trouve que c'est juste une idée de génie. C'est extraordinaire. Ouais. Moi, je l'ai écouté parce que tu l'avais conseillé, là, puis j'ai vraiment adoré. Je suis contente. Parfois, de temps en temps, comme ça, je donne des petits conseils, là, mais non, celui-là, vraiment, allez-y. C'est excellent. Oui, c'est vraiment une super série. En parlant du climate change, j'avais une question, c'est justement, tu as choisi cette sorte de dystopie-là. Quel autre genre de dystopie t'aurait intéressé pour écrire de Mi-Vie? Mon Dieu! Alors, c'est une très bonne question. Dans le genre, je dirais un sous-genre ou plus dans une autre façon d'aborder le sujet? Vas-y comme tu le sens. En fait, je te dirais que je ne me suis vraiment pas posé la question, donc c'est très difficile d'y répondre là. Ça s'est un peu imposé parce que quand j'ai commencé à vouloir écrire ce roman-là, c'est parce que
moi, je suis assez conscientisée sur les questions environnementales. Puis on essaye de faire pas mal d'efforts à la maison. On en parle beaucoup avec nos enfants. Et puis, à un moment donné, quand je faisais mes recherches pour BOA, j'étais tombée sur des scénarios de fin du monde possibles, dont l'un, c'était la surpopulation mondiale et surtout notre mode de vie par rapport à cette surpopulation mondiale. Parce que c'est pas le fait d'être nombreux qui risque de poser problème à l'avenir, c'est parce qu'on consomme beaucoup de choses. C'est ça, la consommation, ouais. Voilà, donc ajouter au fait qu'on va être très nombreux, ça va poser des problèmes. Et donc, ça m'avait marqué, parce que quand on est parent, on s'inquiète aussi beaucoup pour nos petites progénitures, puis on s'inquiète pour leur avenir, et puis ça m'avait marqué, je me suis dit, ah mon Dieu, oui, c'est vrai, il y a ça aussi, parce qu'il y a des fins du monde, des scénarios de fin du monde, il y en a beaucoup, j'avais l'embarras du choix. Et puis la question est venue, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à cette situation-là? Et le fameux « et si », quand on écrit de la science-fiction, c'est souvent la question qu'on se pose. Et si on vivait à temps partiel? Donc, assez naturellement, je te dirais, il y avait vraiment le lien avec l'environnement. Il était là, il s'est fait vraiment tout seul. Je sais que Margaret Atwood a écrit aussi un roman où des gens sont endormis. Je ne l'ai pas lu. Les gens sont endormis comme ça à temps partiel. Je pense que c'est les gens qui sont emprisonnés. Et puis, il y a une espèce de... Il y a un garçon et une fille, je pense, là-dedans. En tout cas, je voudrais pas dire trop de bêtises, mais il y aurait eu la possibilité d'en faire une romance, par exemple. Okay, ouais. À la base, parce que moi, j'ai fait une demande de subvention auprès du Conseil des arts du Canada pour écrire le premier tome de Demi-Vie. Et à la base, ça devait être un roman un peu plus épistolaire. Donc, ça devait être des échanges. En fait, ce qu'on vit avec Driss, donc les mots qu'elle s'échangent, normalement, le roman tournait autour de ça. Et en fait, ça devenait hyper compliqué parce que comme elles vivent un mois sur deux, ça devenait super compliqué parce qu'il fallait qu'il s'en passe des choses dans un mois pour que j'ai de la matière à raconter. Puis je me rendais compte que comme c'était un roman jeunesse, puis je tenais absolument à ce que ce soit un roman jeunesse, ça devenait trop lent. Donc c'était trop lent, il n'y avait pas assez d'action, etc. Puis moi j'aime ça écrire puis qu'il y ait de l'action. Donc j'ai un peu abandonné cette idée-là. J'ai gardé l'idée des petits mots qui s'échangent. Mais oui, à la base, ça devait être un roman épistolaire. OK. Ah, mais c'est quand même le fun de savoir que le processus littéraire peut tellement changer quand on écrit, quand on a l'idée de base à quand il est publié, là, tout peut changer. C'est vraiment impressionnant. On va juste saluer Marie-Pierre, Catherine puis Marc-André qui nous ont rejoints. Oublie Marc-André puis ses commentaires. Faut l'oublier. OK. Je dis ça, mais c'est parce que je le connais, puis des fois, il fait des blagues. Donc, voilà. Deuxième question. Là, ça va être un petit peu complexe, mais pas complexe. C'est comment t'es venu le personnage d'Isia? Est-ce que tu as eu des inspirations qui l'ont construit ou elle est juste apparue à toi? Alors, le personnage d'Isia, c'est assez drôle parce que c'est assez drôle. Je l'ai pas vécu comme ça au début, mais en fait, j'ai commencé Demi-Vie après avoir fini BOA. J'ai écrit un autre roman au milieu qui n'a pas encore été publié, mais qui n'a rien à voir. Mais en fait, je suis rentrée assez rapidement dans cette deuxième dystopie et j'ai eu vraiment du mal avec le personnage d'Isia parce que j'avais deux super personnages dans BOA qui sont Cléo et Oksana, qui sont personnages très forts, très différents, et puis j'ai l'habitude de dire que si on les mettait ensemble, on aurait la femme parfaite. Donc j'avais ces deux personnages très forts, il fallait que je me crée une autre héroïne, et j'ai vraiment eu de la difficulté. Je voulais que ce soit une héroïne douce, je voulais qu'elle soit comme un ange, parce que justement, rupture, révolte, ravage, ça la concerne. Puis moi je trouve que plus on prend un personnage innocent, en tout cas, c'est mon côté sadique qui parle, mais quand on prend un personnage innocent au départ et puis qu'on le fait souffrir, j'ai l'impression que c'est plus fort. Tu sais puis en fait, je voulais avoir un personnage très innocent à la base parce que je me dis, je vais vraiment pouvoir la faire évoluer énormément. Donc je voulais un personnage un peu angélique. C'est pour ça qu'elle est blonde, elle a les yeux bleus. Enfin, ça c'était comme l'image de l'ange au départ. Et j'avais ça en tête. Mais alors,
le premier jet a été assez compliqué. Le personnage de Sacha, ça allait. Le personnage de Brice, ça allait bien. Mais Isia, là, c'est compliqué. Puis j'ai eu un bêta-lecteur que j'adore, qui est un auteur aussi. Et lui, il m'a fait un rapport de lecture, mais alors incisif. Et une des choses que je retiens et que je dis à tout le monde, c'est quand qui m'a vraiment marqué. C'est quand il m'a dit, bah écoute, le personnage d'Isia, je la supporte pas, c'est une vraie conne. Et il a dit ça comme ça. Et il avait écrit et j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment dur là. Et en fait, bah, c'est génial qu'il m'ait fait ces commentaires-là parce que je l'ai complètement retravaillé. C'est vrai qu'elle était un peu nunuche, tu sais, peut-être un peu trop. Son côté innocent ressortait un peu trop et puis je l'ai beaucoup retravaillé. Et puis je suis contente parce que je crois que ça marche bien. Je pense que les lecteurs l'aiment bien maintenant. Mais c'est un passage qui m'a donné du fil à retordre. Voilà. Ben, tu sais, comme moi, j'avais marqué dans ma critique, genre, Isia, c'est comme vraiment devenu mon gros personnage préféré parce que oui, tu sais, au début, elle est un peu naïve, elle est un peu, comme dit, angélique, tu sais, puis dans le deuxième tome, oh mon Dieu, elle s'affirme, c'est tassez-vous et c'est comme ça, tu sais, c'est... Fait que moi, je trouve ça vraiment comme intéressant, puis c'est pour ça que j'avais comme construit ma question, je veux savoir, tu sais, d'où elle venait. Donc, c'est quand même intéressant de voir la construction des personnages. Elle a beaucoup, beaucoup évolué, elle aussi. Tout a beaucoup évolué dans ce roman-là. Les idées de base ne sont pas restées là bien longtemps. Est-ce que je sais qu'il y a une question? Est-ce que tu veux que je réponde aux questions? Oui, c'est ça que tu m'en avais fait. Justement, il va afficher à l'écran. Est-ce que j'ai une routine d'écriture? J'aimerais vraiment beaucoup ça, avoir une routine d'écriture. En fait, le truc, c'est que je suis pas auteur à temps plein, comme la grande majorité des auteurs au Québec. Et c'est pas toujours évident d'avoir une routine d'écriture quand on travaille, qu'on a une famille, des enfants. Donc, j'écris quand je peux écrire. Surtout en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Donc, tu sais, dès que j'ai un moment, je m'y mets. Mais peut-être que je te dirais une chose qui m'aide beaucoup, qui m'a beaucoup aidée dans les moments où je travaillais beaucoup, puis où il fallait que je travaille le soir, les fins de semaine, où j'étais très fatiguée. J'avais l'impression que mon cerveau, c'était du jello, puis je me disais, ça marche pas, j'arriverai jamais à écrire. Il y a un élément qui m'a beaucoup aidée, c'est la musique. Donc, je me crée toujours une playlist pour chaque série que j'écris. D'ailleurs, sur Spotify, vous pouvez retrouver la playlist BOA et la playlist Demi-Vie. Ça, c'est mes playlists de musique. Et quand je sens que mon cerveau, il veut pas coopérer, là, puis que c'est dur, ben, ce que je fais, je mets ma musique, je ferme les yeux, puis je me laisse porter, et puis souvent, ça vient tout seul. C'est comme si je conditionnais mon cerveau, en fait, à travailler. Donc, si j'ai bien une routine d'écriture, c'est celle-là. Et sinon, je suis un peu bordélique dans mon écriture, Marie-Pierre, donc je suis vraiment pas un exemple à suivre. J'écris comme ça vient, je me laisse vraiment porter par ce qui se passe dans l'histoire. Donc, j'ai pas de carnet. Enfin, j'ai des carnets, mais en fait, je les utilise au début, je les utilise plus après. C'est n'importe quoi. Ben justement, avant d'aller, parce qu'il y a Thaïs Barbieux qui a aussi une question, t'avais commenté sur la critique en parlant du tome 2, sur l'écriture du tome 2. Mm-hmm. Oui, j'ai dit que c'était un tome qui avait été difficile. En fait, c'est parce qu'à la base, il devait y avoir juste 2 tomes à la base. Donc, c'est comme ça que j'avais créé l'histoire. Je voulais faire un diptyque. Et puis, mon éditrice m'a dit « Oh, ben, on aimerait bien ça une trilogie. » Donc, ok, sauf que le tome 1, ça allait encore, mais le tome 2, il a fallu que je le vire à l'envers parce que ça marchait plus. Et puis, il fallait que je repense le tout sur 3. Donc, d'où les titres et tout ça. J'ai tout travaillé à ce moment-là. Mais le tome 2, du coup, j'avais vraiment une idée de ma fin. Tu sais, je savais comment je voulais terminer le tome 2. C'était comme épique dans ma tête. Il y avait la musique et tout. Et là, pouf, ça tombait à l'eau. Et j'ai vraiment... Je l'ai écrit, je savais plus trop ce que ça allait donner. J'étais comme un peu perdue. Je me suis dit, oh là là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tu sais, ta critique, j'avais les larmes aux yeux. Tu sais, j'en ai eu quelques-unes du tome 2, puis elles sont vraiment très bonnes. Et c'est... Merci de faire ça d'ailleurs pour les auteurs, parce que c'est vraiment une belle tape dans le dos pour nous. Mais je pense que c'est mission accomplie. Mais ça a été beaucoup de travail, énormément de travail pour tout reprendre. Et puis créer un tome 3. Aussi. Pour vrai, tu sais, comme j'ai marqué dans ma critique,
la construction est juste phénoménale. Je veux dire, comme j'ai marqué, moi, je suis quelqu'un qui va savoir la fin avant. Comme rendu au milieu du livre, je suis capable de savoir où est-ce que ça s'en va, la fin va être quoi, ce qui enlève un peu le punch des lectures le 3/4 du temps. Et là, vraiment, nada zéro. J'ai eu la révélation, puis ça fait comme, OK, attends. Puis je suis comme retournée dans les pages en arrière, j'ai fait, oh mon Dieu, mais tout était là. C'est que c'était direct devant le visage. Et pourtant, voilà, c'est tellement chapeau, là, parce que c'est exceptionnel de faire quelque chose comme ça, parce que pas que c'est rare, mais c'est rendu peu commun de garder les punchs de fin des punchs de fin. Fait qu'on n'en parlera pas trop. Non. Tout le monde. Mais juste pour rebondir là-dessus, peut-être que... Alors, ma manière d'écrire, même dans la trilogie BOA, il y a aussi des révélations, etc. J'écris beaucoup comme ça, moi j'aime ça. Même dans L'Antre du Diable, il y a un petit twist à la fin, il y a un petit truc, moi j'aime ça. Mais peut-être que c'est ma façon d'écrire qui me le permet. Enfin non, pas qui me le permet, mais tu sais, comme je disais tout à l'heure, je suis bordélique dans mon écriture, j'ai pas de plan, je sais pas trop où je vais. Et justement, quand j'ai reconstruit le tome 2, bah, jusqu'au plus de la moitié du tome 2, je savais pas où je m'en allais à la fin, puis ce punch-là, je l'avais pas. Et donc, pour vrai, là. Mais il y avait ce personnage-là que j'aimais beaucoup, et puis j'étais comme, mon Dieu, faut que j'en fasse quelque chose, Et comme ça m'arrive souvent, c'est au moment où je me couche le soir. C'est là que mon cerveau, comme j'ai plus rien à faire, bah, mon cerveau, il travaille. Puis, ça m'est venu comme une révélation. J'ai fait, mais oui, tu sais, c'est comme obligé. Puis j'ai eu la sensation que mon cerveau, mon inconscient avait travaillé pour moi. Je me suis dit, OK, cette idée-là, bah, toute la trilogie, enfin, en tout cas, les 2 premiers tomes sont construits pour ça, là. Donc, c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que mon inconscient travaille pour moi, il construit des choses en arrière que moi, je vois que plus tard. Mais c'était complètement fou, en fait. Et du coup, bah, après, j'ai reconstruit mes affaires, puis j'ai changé des affaires, mais bah, voilà, peut-être que tu l'as pas vu venir, parce que moi-même, je le voyais pas venir, en fait. Peut-être, oui. Ben, en fait, comme j'avais marqué, ce qui m'avait tiqué, c'est les dates. Puis au début, je fais comme OK, ben d'accord, mais tu sais, j'ai pas porté plus attention à ça. Je me suis juste dit oui. Oui, voilà. Mais il y en a beaucoup de dates, fait que vous allez voir, vous allez pas, c'est pas un spoiler rien parce qu'il y a beaucoup de dates, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Oui. Donc, mais je pense pas qu'on peut s'attendre à ça. Moi, j'ai fait 1 ou 2 allusions sur ma page Facebook pour les lecteurs qui l'avaient lu, genre des petits clins d'œil de toi, tu l'as lu le tome 2, hein, tu sais de quoi je parle. Et puis, tu sais, du coup, ça a été comme le fun. Mais ceux qui l'avaient pas lu, c'était comme rapport. Ou alors, c'est comme ouais. Mais j'ai attendez, là. Lisez-le, puis tu sais, vous me reviendrez après, mais non, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Et j'aime lire des romans comme ça. Tu sais, j'aime ça arriver à la fin, c'est comme mais non, mais là, c'est pas possible. Donc, tu sais, moi, j'ai lu Demi-Vie comme le tome 2 en période d'insomnie. Il était rendu 2h du matin quand je l'ai fini et j'ai lâché un quoi. J'ai réveillé ma mère qui est en haut. Et là, je fais comme oups! Mais j'étais tellement choquée. J'étais comme, oh non, c'est. Là, elle était comme, mais qu'est-ce qui est arrivé? J'étais comme, lis, et tu vas comprendre. Lis-le. Il me fallait quelque chose dans la fin de ce tome 2 parce que j'avais créé une attente avec la trilogie BOA où la fin du tome 2 est juste horrible et il y a un énorme truc qui se passe. Puis il y a plusieurs de mes lecteurs, là, pendant que j'écrivais Demi-Vie, qui me disaient, hey, ton tome 2, est-ce que ça va être pareil? Est-ce que je me mettais la pression, il faut que je fasse quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de surprenant, etc. Donc, ben, c'est bien réussi. Je suis contente, ben merci. Avant d'aller à la question, Thaïs, il y a juste Marie-Pierre qui dit qu'elle fait la même chose, une playlist pour chaque histoire. Puis il y a Catherine qui est comme moi, qui est capable d'anticiper les fins. Donc, voilà. Donc, Catherine, je te mets au défi, si tu n'as pas lu le tome 2 de Bibi, de le lire et de trouver le punch de fin. Oui. Puis tu me le diras à moi aussi parce que je veux savoir. Donc, pour finalement aller à la question de Thaïs,
Pour boucler l'écriture d'une série, trouves-tu que c'est de plus en plus difficile que les enchères montent ou au contraire, tu surfes de plus en plus sur ta vague au fil du temps? Au fil des... ouais, bah, en fait, c'est une très bonne question, Thaïs, parce que je suis en train de finaliser le tome 3. Et oui, je me suis mis beaucoup la pression avec la fin de mon tome 2. Parce que, ouais, il n'y a rien de pire quand je lis une trilogie, que ça monte très très fort dans le premier et puis que ça redescende dans les autres. Moi, c'est que le rythme s'essouffle, etc. Moi, j'essaye vraiment de faire l'inverse. J'essaye d'avoir toujours un tome 1 où il se passe des choses. J'essaye de faire en sorte que les gens vont s'attacher aux personnages. Il y a des mystères, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc souvent, les gens qui lisent mes tomes 1, c'est comme, ok, là, il y a plein de questions, puis j'ai posé le décor, etc. Mais je vous assure, là, puis c'est pour BOA, c'est la même chose, mais dès mon tome 2, là, c'est comme, c'est toujours, mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens aillent jusqu'au 3. Donc, ils sont déçus au 2, tu sais, je me dis, je vais les lâcher. Puis moi, mon histoire, maintenant que j'ai une trilogie, ben, je l'ai construite comme une trilogie. Donc, j'ai construit toute mon histoire sur une trilogie. Si les gens se rendent pas au 3, c'est dommage, parce que tout est construit pour la finale du 3 maintenant. Puis, donc, mon objectif, c'est toujours que les gens adhèrent jusqu'au bout. Donc, pour ça, il faut les maintenir en haleine. Et pour ça, oui, je me mets une certaine pression en me disant, il faut que l'autre soit peut-être pas meilleur, mais au moins au niveau de celui d'avant. Donc, oui, une grosse pression. Ben, moi, je pense que c'est bien réussi. Merci. C'est mon avis, mais voilà. T'as pas lu le 3 encore, on verra. Mais non, je veux dire, quand j'ai lu le premier tome, j'avais été subjuguée par l'histoire, par les personnages. Et tu l'as vu, ma critique, ma frustration de ne pas avoir de réponse. Et là, j'attendais le tome 2, je l'attendais. Dès qu'il a été annoncé, qu'il avait parlé de la date de sortie, moi, j'ai juste directement commandé à ma librairie indépendante. J'étais allée le chercher et je l'ai dévoré. J'ai aucun regret. Il est un peu plus gros, par exemple, que le tome 1. Un tout petit peu, ouais. Il doit faire 20 ou 30 000 mots de plus. Ah oui, quand même. Je pense, ouais, à peu près. Et puis, le tome 3 va être à peu près comme le tome 2. Ah, quand même. Oui. Ouais. Le tome 3, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire. Oui. Puis là, c'est le dernier. Alors bon, on essaye de clore le tout en beauté. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est censé être le dernier. Oh! Oh! Mais en fait, moi, j'écris des trilogies. Je sais pas, je suis conçue pour ça. Je n'écris pas des histoires sur 4 tomes. Vous voyez, je devais en écrire 2, puis finalement j'en ai écrit 3. Je suis vraiment faite pour ça. À partir du moment où il y aura plusieurs tomes sur une histoire, je fonctionne au chiffre 3. D'ailleurs, même dans BOA, même dans Billy, je crois, il y a toujours 3 parties dans mes romans. Oui. Il y a partie 1, partie 2, partie 3. Je sais pas, j'ai quelque chose avec le chiffre 3. Donc, à la fin du tome 3, vous aurez la fin de l'histoire. Voilà, ça va s'arrêter là. Mais j'ai fait la demande, en fait. Pour un avant? Pour un origine et un spin-off d'un des personnages. Parce que quand je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait une demande de subvention au CAC, j'ai obtenu ma bourse pour écrire ce roman-là et j'ai écrit un roman de 80 000 mots. Mais qui ne me plaisait pas. Du coup, j'ai tout arrêté et j'ai écrit Demi-vie. Sauf que ce roman-là, c'était un roman apocalyptique. Donc, ça se passait comme avant. En fait, c'était comme l'histoire, mais ça se passait au tout début. Donc, j'ai déjà à peu près 40 000 mots d'écrit d'une histoire que j'ai repris un des personnages que j'ai mis dans le tome 3. Donc, il y a des nouveaux personnages qui arrivent dans le tome 3. Et j'avais vraiment le goût d'écrire un spin-off sur ce personnage-là. Et puis, j'ai eu le go. Donc, voilà, ça va être mon prochain projet. Normalement, on va revenir sur les prémices, mais il y en aura juste un. Ah, d'accord. Mais c'est quand même, on a quand même un scoop. On s'y attend pas du tout. Oh, secret! Justement, il y a comme Karine qui dit « Je veux le tome 3 ». On veut tous le tome 3. Ça. Et il y a Joseph qui précise que ça lui donne le goût de découvrir la trilogie. Puis, pour vrai, oui, vas-y, c'est vraiment le fun. Merci, Joseph. Et t'as aussi Karine qui dit qu'elle va commencer avec le tome 1. Oui, en effet, commence avec le tome 1.
Il y avait aussi une autre question de Marc-André qui dit « Quels genres musicaux vous inspirent? » Oh mon Dieu, vous voyez. Quels genres musicaux vous inspirent lorsque vous écrivez? Ben, Marc-André, en fait, j'écris pas mal de choses. Moi, j'écoute pas mal de genres musicaux. Je t'invite vraiment, Marc-André, moi, je prends le lead de tutoyer. Oui. Je t'invite vraiment à aller sur Spotify, si t'as Spotify, d'aller, tu tapes Demi-Vie ou BOA, puis d'aller un petit peu voir ce que j'écoute. Mais c'est drôle parce que pour chaque série que j'écris, il y a toujours un groupe qui se démarque. Je vais écouter plein de musique, mais je sais pas, il y a un groupe en particulier ou un chanteur, un artiste en particulier qui m'inspire pour cette trilogie-là. Pour BOA, ça a été 30 Seconds to Mars, un groupe assez rock, vraiment, assez sombre aussi, avec Jared Leto qui est le chanteur. D'ailleurs, Jared Leto m'a inspiré le personnage de Kael dans BOA. Donc, il y a vraiment un truc qui tourne autour de ce groupe-là. Et puis, pour Demi-Vie, il y a eu deux groupes, Muse, qui m'a beaucoup inspiré j'adore Muse, je suis complètement fan, m'a beaucoup inspiré pour le premier tome, justement pour tout cet aspect technologie, science-fiction. C'est surtout l'album, mon Dieu, l'album que j'ai pas là, qui est en bas. Et il y a leur dernier album, le titre de l'album va me revenir, qui est très électro, futuriste en fait, justement. Donc je l'ai beaucoup écouté. Et puis c'est Alan Walker. J'ai énormément écouté Alan Walker aussi, qui est plus électro. Qui est électro aussi. Et la chanson. Non, je disais tout à l'heure que j'ai des blancs de mémoire quand je te dis. Attends, je suis sur Spotify. Est-ce que c'est Simulation Theory? Simulation Theory, voilà, c'est ça, exactement. Wow, t'es super bonne, merci. T'as ma mémoire ce soir. Je me suis dit, quand à l'avoir ouvert, je vais aller checker. C'est cet album-là, Simulation Theory, qui m'a beaucoup inspirée. Et puis, la chanson Faded d'Alan Walker m'a beaucoup inspirée et m'a beaucoup suivie pour l'écriture du tome 2. Parce qu'on voit dans le clip un garçon, un ado, un jeune adulte avec une capuche qui est comme dans un monde un peu apocalyptique. Et il y a personne, il se promène là-dedans et forcément on m'a inspiré le personnage de Mars. Donc voilà, un petit peu de tout. Mais vraiment, alors c'est drôle parce que si jamais vous allez écouter ça, vous allez voir que pour BOA, c'est une ambiance particulière. Il y a Florence and the Machine, c'est vraiment des chanteurs. C'est une ambiance un peu vampirique. Alors, on est dans quelque chose d'assez sombre. Et puis, dans Demi-Vie, on est plus dans un petit peu l'électro épique un peu aussi. Enfin bref, il y a vraiment, si vous allez voir les deux playlists, vous allez voir que c'est deux univers différents. Oui, tu sais, moi aussi, j'écris avec de la musique qui, autant qu'il y a des chansons qui peuvent revenir, autant qu'il y a vraiment on y va avec l'ambiance de la musique. Des fois, c'est même pas les paroles ou quoi que ce soit, c'est l'ambiance que ça donne. Puis des fois, ça fait comme toute la différence. Là. Vraiment. Puis on conditionne notre cerveau, pour revenir à la question de tout à l'heure. Voilà. Attends, j'ai comme plein de questions mélangées. Je vais y aller avec celle-là. Dans le fond, toi, t'as plusieurs séries. T'as bien sûr Demi-Vie, t'as Billy, t'as BOA, t'as 2 romans dans la collection Frisson et t'as aussi le roman L'Ogre et l'Enfant. Autant la série que le tome unique, lequel qui te fait vibrer le plus quand tu l'as écrit? C'est BOA. Ah oui? Quand je l'ai écrit, c'est drôle parce que Demi-Vie me fait énorme. En fait, Demi-Vie, je sais pas, il y a une espèce de souffrance avec cette trilogie-là, je sais pas pourquoi. Elle me fait vibrer. En fait, les deux me font vibrer très différemment. BOA, le truc, c'est qu'il y a un petit peu plus de romance, puis je sais pas, j'étais comme... Mon chum était vraiment jaloux de mes personnages masculins, là, puis ça tourne beaucoup autour... dans BOA, tout tourne beaucoup autour de l'amitié et de l'amour, justement. Donc, ça tourne beaucoup autour des personnages, de la façon dont ils vont se soutenir les uns les autres. On a des histoires d'amour torturées, etc. Donc, j'étais comme très enlevée là-dedans. C'était porté par mes personnages. Et je vibrais beaucoup. Ça me poursuivait, ça me hantait tout le temps. Puis j'ai mis à peu près 4 ans,
j'ai passé 4 ans sur cette trilogie-là, donc ça m'a poursuivi longtemps. Il y a peut-être ça aussi, hein, le fait que ça a été long, ça a peut-être ajouté en intensité. Alors que Demi-Vie, j'écris différemment Demi-Vie, en fait. BOA, il y a des punchs, c'est peut-être un peu moins punché. Enfin, l'histoire, c'est très différent comme univers. Donc, tu sais, je me laissais vraiment porter par mes personnages, par le scénario, etc. Que Demi-Vie, je suis vraiment dans l'élaboration. Plus. Oui, c'est dans la réflexion. Ouais, puis je voulais avoir un arrière-monde très construit aussi. Je voulais vraiment que les gens sentent comme en immersion totale. Je voulais être un peu plus dans la science-fiction que BOA. BOA a cet aspect science-fiction qui est un peu moins présent. Puis je voulais vraiment être dans l'aspect science-fiction avec Demi-Vie. Et ce qui fait que Demi-Vie est un peu plus cérébral que BOA. Mais d'où peut-être un petit peu cette difficulté, c'est que moi je suis une auteure qui écrit beaucoup avec son cœur et ses tripes. Donc vraiment, j'écris avec mes tripes et en même temps, j'avais ma tête qui était tout le temps là en train de me rappeler, ok, pas trop dans tes délires, il faut aussi construire le truc, puis machin. Donc, c'est pour ça que c'était un peu plus difficile. Mais je te dirais que tous mes projets m'ont marqué d'une certaine manière. Tu vois, L'Ogre et l'Enfant, c'est mon seul roman social. C'est mon seul roman réaliste. Et celui-là, il m'a touchée à un point... C'est l'histoire d'un jeune homme qui va découvrir que sa petite voisine de 6 ans se fait maltraiter, en fait, et elle s'est cachée dans sa voiture. Et lui, il est parti retrouver une ancienne amie à Port-Neuf, et puis il se rend compte que la gamine, elle est dans sa voiture, sait pas quoi faire avec, lui, il manque d'estime personnelle, enfin bref. Donc, toute une histoire avec des jeunes adultes, cette petite fille-là qui est toute innocente et en même temps qui va tellement lui apporter. J'ai pleuré donc, en écrivant ça. Ça m'a énormément apporté sur le plan humain. Mais peut-être qu'elle m'a moins transportée parce que c'est juste un tome. C'est sûr que quand on écrit des trilogies, c'est plus long. On porte notre histoire sur 3 tomes. Donc, peut-être que ça nous marque davantage. Ouais, peut-être un peu, ouais. Mais tu sais, c'est pareil, mon frisson, là, L'Antre du Diable, je l'ai écrit pendant le confinement. Ça a été mon roman de confinement parce que je devais écrire le tome 3 de Demi-Vie. Et puis écrire une dystopie en période de confinement, de pandémie, c'était comme pas facile. J'avais besoin d'un break un peu. Donc j'ai demandé à mon éditeur chez Héritage Jeunesse, je peux t'écrire un roman d'horreur. Là, il me semble que j'ai envie d'un roman d'épouvante. D'écrire un roman d'épouvante, ça va me faire du bien. J'ai des passe-temps bizarres dans la vie. Et puis, je l'ai écrit pendant le confinement, puis il a été publié super rapidement. Et les critiques sont super bonnes, mais je suis hyper surprise, en fait. Parce que c'est comme, voyons, parce que ce projet-là, ça a été mon projet éclair. C'était vraiment fou. Donc, à leur manière, ils m'ont tous marqué, tu sais, d'une certaine façon. Là, c'est très différent, en fait. Chaque projet est différent. Mais c'est fun parce que si tous les projets seraient pareils, ben ça montre qu'il y a pas d'amélioration, il n'y a pas dans le fond, de polyvalence, il n'y a pas, tu sais, donc quand les projets sont différents puis qu'on s'y attache différemment, c'est que on a fait quelque chose de différent. Donc, ça montre qu'on est capable de se diversifier. Oui, puis c'est ça l'intérêt du métier aussi. Et voilà. Il y a Marc-André qui a répondu que c'est des bons choix musicaux et qu'il allait arrêter le vouvoiement. Ah, merci. Donc, il y a une autre question de Thaïs qui dit « As-tu une espèce de fantasme de projet d'écriture qui serait vraiment funky ou un brin trop marginal qui éclate une forme en particulier ou que ce n'est pas le genre de choses qui te passe par la tête? Au-delà du fait qu'évidemment, chaque livre écrit est unique en soi. » Thaïs, je vais juste enlever ton commentaire après parce qu'on va tout ça dépend ce que tu entends par funky ou marginal, mais là, j'ai le goût de retourner aux jeunes adultes dans un avenir plus ou moins rapproché, en sentant que il y a des projets qui arrivent et puis il faut les mener à terme avant de commencer à songer à autre chose. Mais oui, j'ai un projet je voudrais revenir aux jeunes adultes, dans quelque chose d'encore d'aller plus loin que BOA, dans l'aspect sombre, mais en même temps avoir quelque chose d'un peu... tu sais, je voudrais un tome unique déjà.
Et puis, dans les trilogies, il y a comme ce besoin de tout expliquer. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que, bon, bah, t'écris une trilogie dystopique, il faut que tu expliques ton univers, il faut que tout soit expliqué. Tu sais, je prends vraiment soin à faire en sorte que le moindre détail, j'explique pourquoi c'est comme ça, puis je cherche toujours à expliquer. Et dans ce projet-là, j'aurais voulu faire en sorte qu'il se passe un truc et je sais pas pourquoi, là. Tu sais, il se passe un truc, puis je laisse un peu au lecteur le soin de faire sa propre, d'avoir sa propre théorie, mais en même temps d'éclater ça, d'avoir un peu de l'horreur, du policier, de mélanger les genres en fait là-dedans, puis d'avoir un truc un peu, ouais, un peu funky, c'est le bon terme et tout. Et j'ai le goût, ouais, je pense que tu sais, c'est ça qui est le fun aussi. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui me soutiennent beaucoup dans mes folies. Donc, je dis, je veux bien en trouver un qui va vouloir me soutenir là-dedans, mais oui, c'est un projet et puis je ne peux pas trop en parler parce que c'est encore très flou dans ma tête, mais j'ai le goût. Ouais. Ah, mais c'est fun. Ah, puis justement, comme tu parles de genre littéraire, j'avais une question là-dessus, mais juste avant, on a Stéphanie qui vient nous dire. Ah, salut allô. Stéphanie! Genre Stéphanie qui vient de dévoiler le punch. C'est clair. En plus, tu l'as mis en gros, tu sais. Oui, j'ai pas pensé. En fait, j'ai juste fait comme, tu sais, personnellement, je suis comme rendue habituée, mais j'oublie que c'est pas comme open to public, là. Ben, on est en petit comité ce soir. Voilà. Justement, en parlant des genres, ma question, c'est est-ce qu'il y a un genre littéraire que tu ne veux pas écrire? Qui ne t'intéresse pas du tout. C'est drôle, on me pose cette question à chaque fois. Je dois avoir une face à me dire, elle écrira pas ça, elle écrira pas ça. La dernière fois, ma réponse va être la même. J'y ai pensé après, je me suis dit, j'ai donné cette réponse-là, mais est-ce que j'irai vers ça? J'en ai parlé avec mon chum, et puis finalement, ma réponse est toujours non, c'est l'érotique. Oui. L'érotique et la romance pure. Ça me fait pas vibrer. Il y a toujours de la romance dans mes romans, un petit peu, tu sais, mais c'est pas le sujet principal. Tu sais, elle va être là en renfort, un peu. Elle va venir apporter un côté dramatique à l'histoire. Donc, la romance pure, j'ai du mal à en lire déjà. Alors, je me dis que si j'ai du mal à en lire, ou même les romans érotiques, tu sais, au bout d'un moment, je trouve que ça se ressemble un peu. Voilà, je me dis, si j'arrive pas à en lire, j'arriverai certainement pas à en écrire. Puis peut-être aussi, ça aussi, je parlais tout à l'heure d'un roman avec un petit peu plus d'horreur, mais plus de l'horreur à la Stephen King, plutôt qu'à la Sénécal. Ok. Moi, les contes interdits, par exemple, c'est vraiment, j'irai jamais dans cette direction-là. Je peux pas les lire. C'est juste au-dessus de mes forces. J'y arrive pas. Je suis trop sensible, je pense. donc ça aussi, l'horreur extrême, le trash. Ouais, je prendrais pas de plaisir à le faire. Je veux juste remercier Karine qui a répondu à Camille sur si Demi-Vie était une duologie ou une trilogie. C'est une trilogie. Le tome 3, est-ce que tu sais vers quand il va sortir ou pas encore? Normalement, c'est 6 mois. Donc, ça va être au printemps. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ça. Normalement, mars-avril. Voilà. Ça devrait... ouais, ils essayent chez De Mortel d'aller sortir aux 6 mois. Je trouve que c'est bien. Ça permet au lecteur de ne pas trop oublier l'histoire. Et puis, pour ceux qui veulent attendre d'avoir la trilogie complète, il y en a qui n'aiment pas ça, acheter des tomes quand la suite n'est pas encore parue. Donc, je trouve que c'est bien aussi pour ceux qui veulent attendre que la trilogie soit publiée au complet. On n'attend pas trop longtemps. Ben oui, parce que, tu sais, dans le fond, si ça sort vers mars-avril... c'est quasiment que la trilogie va avoir paru en moins d'1 an. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, le tome 1 de Demi-Vie devait paraître plus tôt, mais il devait être en librairie en mois de mars. Et puis, à cause de la pandémie, ça a été reporté au mois de mai. Donc, c'est pour ça que ça fait comme plus serré que ce qui était prévu normalement. Marc-André, il y a une autre question, puis quand même intéressante. Juste précision, Marc-André, Billy a été réédité, mais
pas de façon illustrée, mais que tu veux dire dans style BD? Ou... Je pense que oui, je pense qu'il veut dire dans style BD. Peut-être, ce serait tellement fun, là. J'imagine demi-vie, là, avec justement les bâtiments, là, tu sais, mon Dieu, oui. Ouais, avec le perfecto, dans le tome 2, style manga. Pour adultes et plus sombre. Genre manga pour adultes et sombre. Ben, BOA, ça prêterait très bien à ça, je pense. Je pense que, tu sais, BOA, ça reste du jeune adulte. Alors, je suis un peu plus loin, mais bon, je suis quand même une auteure fleur bleue, un petit peu. Donc, je suis allée un petit peu plus loin dans le dark, mais pas trop. Mais pourquoi pas le pousser plus loin? Je pense qu'il y aurait matière à le faire, ouais, vraiment. Oui, ben c'est sûr. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que, tu sais, je veux dire, les romans réalistes, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment porter en BD pour que ce soit comme, comment dire, c'est pas... J'oublie mes mots, moi aussi. C'est bon, dis-toi, c'est normal. Mais c'est juste que, tu sais, comme un roman réaliste, tu te l'imagines bien. Tandis que de la science-fiction, c'est plus comme différent. Tu sais, par exemple, dans Demi-Vie, c'est comme la spirale. C'est intéressant de voir comment que la spirale elle est, les quartiers, tu sais, le quartier famille, le mouroir, voilà. Donc, mais voilà. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça, je crois que, tu sais, là, on parle d'albums, de BD, de romans illustrés, etc. Mais je crois qu'il y a un fantasme chez l'auteur, c'est de voir son livre adapté à l'écran. Oui. Parce que, justement, tu sais, pour voir ton univers, pour voir comment tout ce que tu as imaginé, en fait, le voir. Parce que tout est dans notre tête. Donc, tu sais, on essaye de transposer au mieux les images qui sont dans notre tête, mais c'est un exercice quand même difficile. Puis, quand tu écris de la dystopie, de la science-fiction, tu en as beaucoup, contrairement à un roman contemporain où les gens connaissent déjà le quotidien. Là, il faut que tu fasses en sorte que ton lecteur, ils sont en immersion là, dans ton univers. Et moi, c'est un de mes fantasmes. Je raconterai pas mes autres fantasmes ce soir, mais celui-là, ce serait de voir effectivement, alors sous forme de romans illustrés, de bandes dessinées, de films, de séries, n'importe quoi, juste pour voir l'univers, le voir. Et ça, je crois que ce serait comme waouh. Ouais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y a juste Stéphanie qui avait fait un bac en disant que c'est aussi bon pour les auteurs. Eux non plus, n'oublie pas l'histoire en dedans de 6 mois. Et en parallèle aussi avec Stéphanie, parce que, tu sais, on parle de, c'est comme porter à l'écran, tout ça. Stéphanie, elle, qui travaille comme plus du côté des jeux vidéo, c'est aussi, moi, ça, je serais complètement le même de voir un livre que j'adore en jeu vidéo. Puis, tu sais, surtout Demi-Vie, ou genre même BOA, non, ça serait vraiment intéressant de pouvoir comme contrôler un personnage de, tu sais, je sais pas, moi je pense que ça serait intéressant, tu sais, ça, en plus, ça fait en sorte que la personne qui a lu le livre, ou le lecteur, ou qui l'a lu ou pas lu, ben, permette de s'immerger complètement dans le monde, encore un peu plus qu'un film. Vraiment. J'ai l'impression que c'est plus l'inverse. J'ai l'impression que souvent, on va avoir des romans ou des films basés de jeux vidéo plutôt que l'inverse. Je me trompe peut-être. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est plus difficile de prendre un roman et de le transporter en jeu vidéo? Parce que c'est quand même particulier comme univers. Il faut le scénario, l'écriture de scénario de jeu vidéo, c'est très particulier. Donc, peut-être qu'il y aurait peut-être besoin de trop manipuler le roman, tu sais, pour l'amener en jeu vidéo. Mais moi, il n'y a aucun problème. Hein. Si quelqu'un veut prendre mon univers et manipuler le scénario, oui. Je suis d'accord. Mais non, c'est peut-être. Mais oui, les jeux vidéo, par exemple, c'est aussi une bonne. Et faudrait que je fasse une petite recherche, mais j'arrive pas. Peut-être que des gens seraient capables de nous dire ici s'il y a eu des livres transportés en jeu vidéo dans ce sens-là. Ouais, non, ben, de ma connaissance, non. C'est vraiment comme l'inverse. Ouais. Par exemple, je pense aux jeux Assassin's Creed. Tu sais, les jeux Assassin's Creed, ben, ils ont fait les jeux, ils ont basé des livres sur l'histoire des jeux. Stéphanie a dit, on va faire ça parce que, dans le fond, Stéphanie, elle, c'est ça qu'elle veut faire. Elle veut starter son entreprise de création de jeux vidéo. Donc, on va t'envoyer Demi-Vie, Stéphanie. On va t'envoyer Demi-Vie. Parfait. BOA, ça va dépendre de ce que tu préfères.
Le sorceleur. Oui. Ben oui. Il y a plusieurs commentaires justement sur les BD, tu sais, comme que si ils ont été capables d'illustrer H.P. Lovecraft, c'est possible. Il y a Thaïs qui parle aussi de la BD La Horde du Contrevent. Sinon, en termes de jeux à, voyons, de livres à jeux, Thaïs parle de The Witcher. Ouais. C'est vrai. The Witcher a été mis. Il y a aussi Marie-Michel qui est arrivée en retard. On te pardonne, Marie-Michel, qui dit Le Seigneur des Anneaux a été transféré en jeu vidéo après. Je savais pas que c'était un jeu vidéo, mais... Oui, ben en fait, ils en ont fait quelques-uns. C'est ça. Puis comme Marie-Michel a dit, The Witcher est un livre mis en jeu vidéo. Est un livre mis en jeu vidéo et après en série télé. T'es sûr que c'était pas le jeu vidéo puis ensuite le livre? Je suis quasiment sûre que c'était le jeu vidéo qui est apparu avant. Alors là, je sais que l'acteur est full beau dans la série, là. Oui. Mais je suis pas une fan... Enfin, je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. J'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, quand j'étais jeune adulte, je jouais à Buffy contre les vampires, là, qui était basée sur la série, justement, Buffy. Mais maintenant, j'ai juste plus le temps. Enfin, si jamais je me mets à jouer aux vidéos, je peux plus écrire. Donc, j'ai fait un choix. Oui, ben j'ai le même sentiment. Tout le monde dit on pourrait jouer à ça, jouer à ça. Pour vrai, je joue aux jeux vidéo seulement quand je suis avec mon frère. Puis les jeux qu'on joue, c'est justement les styles jeux où est-ce qu'il y a comme une histoire puis tu dois faire des choix pour avoir comme ton histoire. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun parce que ça me fait penser justement aux livres dont vous êtes le héros. Oui. Donc, tu sais, pour moi, ce genre de jeu-là, c'est vraiment c'est pas un vision novel, quelque chose de même, en tout cas, un livre que tu vois et que tu choisis. Donc, je pense que c'est le genre de jeu que j'aime parce que justement, ça rapporte à une histoire. Puis bon, je suis vraiment fan des Assassin's Creed parce que j'adore l'histoire. Mais tu sais, juste jouer à un jeu pour jouer, je veux dire, on dirait que j'ai comme moins de temps que ça. J'ai besoin d'avoir une certaine connaissance en jouant pour pas avoir l'impression de juste passer le temps. On dirait que mon temps il est précieux. Je pense que le tien aussi. C'est ça, mon chum, lui, il joue aux jeux vidéo. Parfois, j'aime bien me poser à côté de lui. Il joue à Assassin's Creed et je trouve les univers complètement malades. C'est super beau. Parfois, j'aime bien me poser à côté de lui juste pour regarder. Il se promène dans les villes et tout ça. Puis, c'est quand même chargé d'histoire. C'est très instructif. Mais quand je vois le temps qu'il passe à jouer, je me dis, je peux juste pas. Mais... Oui. Puis pour continuer, Marc-André dit le livre de Stephen King, The Mist, a été un jeu vidéo suivant le livre. OK. Thaïs dit le Guide Galactique, qui est le fameux 42, a eu un jeu d'ordinateur dans le temps. Sinon, Stéphanie a dit The Witcher, c'était une série de livres et après ça, il y a eu les jeux vidéo. Et elle a dit, c'est ça, un visual novel qu'on appelle. Il y a aussi Walking Dead, sauf que Walking Dead était une BD qui a été mise en série, qui a été mise en jeu vidéo, donc après ça c'est ça. Mais bravo, vous êtes meilleur que moi, en tout cas. Non, mais tu sais, c'est vraiment le fun de savoir que, tu sais, un univers qu'on soit, tu sais, que dans notre lit, dans notre salon, dans notre bureau, peut aller aussi loin. Tu sais, c'est sûr, là, on parle de séries plus internationales, mais rien n'empêche, tu sais, comme au Québec, on a tellement de bons livres. Notre consoeur Edith Kabouya va être portée à l'écran. En fait, sa série Les Maudits va être portée à l'écran. Là, on l'a appris il y a 2 semaines, je pense. Et c'est hyper encourageant, en fait. Je me dis que, OK, elle n'est pas la seule, en plus. Puis, ça présage bien pour les auteurs québécois, parce que nous, on était comme un petit peu, tu sais, on n'est pas en anglais, puis on n'est pas français non plus. Donc, on est comme un petit peu au milieu. Puis là, il y a un intérêt à développer ça chez les auteurs québécois, avec les maisons d'édition québécois. Je trouve ça génial. Ouais. Oui, vraiment, parce que c'est ça, comme tu dis, on est dans le milieu, on est comme avec des livres francophones, oui, mais des livres francophones qui étaient un peu beaucoup différents de la culture française.
Donc, c'est sûr que comme les Français, des fois, ils ont comme peut-être plus de difficultés à s'immerger. Puis, nos livres francophones, ben, vont pas dans le public canadien, anglais, américain. Donc, fait que c'est vraiment le fun qui s'ouvre. Il y a Marie-Michel a dit qu'il y a Brian Perrault, les Amos d'Aragon qui vont avoir leur série, La déesse des mouches à feu en film aussi. Fait que oui, c'est ça, il y a vraiment comme une ouverture, puis c'est encourageant. Mais c'est ça, hein, on peut presque toucher le fantasme du doigt. Oui, voilà. J'ai encore quelques questions. Justement, on va parler d'un personnage rocambolesque. On va parler de Mars. Oui, rocambolesque. Oui, rocambolesque. Comme j'ai dit dans ma critique, je me suis tellement sentie niaiseuse. Quand j'ai ouvert, mettons, attends, je vais juste montrer pour que le monde il comprenne peut-être pourquoi que je me suis sentie... Mon éditrice, elle pensait que c'était le moi. Ah, aussi! On va y arriver, je vais en trouver un. Mais, OK, par exemple, ici, sans spoiler, il est marqué Mars, la proie. Mais moi, sur le coup, le premier chapitre où est-ce qu'il est marqué Mars, là, je comme, il est comme, je pense que c'est sur un arbre. Et là, je suis comme, il y a des arbres sur Mars? Là, je suis comme, mais voyons! Qu'est-ce qu'elle a fumé? Tu sais, on va nous décrire ça. Fait que là, mais oui, tu sais, comme le moi aussi, tout ça. Mais bon, là, on comprend que c'est le nom du personnage, Mars, qui nous parle aussi de sa sœur Brune, qui est, lui, à l'extérieur du jardin, contre les prédateurs et tout ça. J'aimerais qu'on ait une minute de silence pour l'ours, que j'ai pleuré. Puis tu sais, je sais quand tu marques, genre, l'ourson me suit. Moi, je pensais juste à Winnie the Pooh. Oh non! Je pouvais pas m'empêcher de penser à Winnie the Pooh. J'étais comme, oh, l'ourson! Donc, oui, Marc, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'il est sensible, qui est aussi quand même déprimé. Il est tout seul. Il essaie de trouver la volonté de continuer. Puis, je sais plus où est-ce que moi je m'en allais avec ma question. Ah oui! C'est qu'est-ce que t'aimes le plus chez lui? Chez Mars? Oui. Justement, je crois que ce que j'aime vraiment, c'est cette dualité entre j'ai trop vécu une merde, j'ai juste 15 ans là, puis j'ai l'impression que le monde m'est déjà tombé sur les épaules. Et justement, j'ai 15 ans et j'ai encore une lueur d'espoir. Je ne peux pas croire que ma vie peut s'arrêter là. Donc, il y a une espèce de dualité en lui où il a quand même perdu non seulement les membres de sa famille, son clan a été décimé, il se retrouve tout seul à 15 ans sur les routes dans un monde où il n'y a plus grand monde, si ce n'est des créatures, justement des créatures un peu violentes. Ouais. Mais justement cette candeur un peu, hein, quand justement il épargne l'ourson parce que il peut même pas aller dépecer la carcasse de l'ours qui est la mère du petit ourson parce que l'ourson est là. Pourtant il a besoin de cette viande là et il peut pas concevoir. C'est ça. Et du coup ça démontre qu'il n'a pas perdu son humanité malgré tout ce qu'il a subi. Et on sent cette dualité-là, hein. L'ourson le suit après, et puis il a juste envie de le foutre en l'air parce qu'il bouffe sa nourriture. Puis... Mais voilà, il a 15 ans. Puis je crois qu'à 15 ans, on est encore plein d'espoir et on n'a pas encore le cynisme d'un adulte. Même si on peut faire croire qu'on l'est cynique à l'adolescence, je pense que le monde, la vie est devant nous, puis qu'on a toujours envie. Il y a toujours cette lueur d'espoir, puis se dire, ok, je vais peut-être y arriver. Et la lueur d'espoir, c'est vraiment le vieux qu'il rencontre. Je pense que voilà, il fallait absolument que je mette quelqu'un sur sa route, sinon c'est pas possible qu'il survive là, parce que la lueur d'espoir, elle a beau être là, à un moment donné, elle s'éteint. Et donc, il rencontre quelqu'un sur sa route, j'en parlerai pas trop, mais qui va tout changer finalement. Et c'est une rencontre un peu incongrue. C'est un passage que j'aime beaucoup. C'est incongru, mais en même temps, je veux dire, ça a donné une certaine fraîcheur. Et je veux dire, tu sais, le vieux, comment tu l'as écrit, comment tu l'as présenté, genre, il était pas méchant, il était pas cynique, il était pas
qui était juste nerd, puis c'est comme, regarde, c'est la vie. Il est philosophe. C'est ça, puis je veux dire, il y a, je pense que aussi les personnes qui sont comme hors du jardin, comment tu l'as présenté, c'est, ils ont, je voyais ça un peu comme le purgatoire, entre guillemets, de, il me reste quelque chose à accomplir avant de pouvoir faire autre chose. Ouais. Puis moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans la critique, en fait. J'ai mis beaucoup de choses déjà. Oui, c'est ça, j'avais beaucoup de choses. Puis je pense que le vieux, c'est ça. Donc, tu sais, comme tout ce qui arrive aussi avec Mars, j'ai comme trouvé ça compréhensible. J'ai pas été choquée, j'ai trouvé juste ça parfait. Tu sais, fait que, puis bref, Mars, ensuite, j'ai vraiment trouvé ça bien. Parce que, justement, il y a comme une dernière chose à accomplir, puis pour accomplir ça, il y avait besoin de passer certaines étapes. C'est ça, c'est un parcours initiatique aussi. Oui, voilà. Qui n'est pas fini, mais qui continue, mais c'est ça, ouais. Puis t'as Riley qui fait Mars avec des petits cœurs. Oui, on l'aime, Mars. Je sais, ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un personnage qui est arrivé, que j'ai ajouté, parce qu'à la base, comme il y avait que 2 tomes, il ne devait pas être là. Comme quoi, la vie est bien faite. Je crois qu'une des meilleures choses que mon éditrice ait pu me dire, c'est écris-moi un tome 3. Que Mars a vu le jour grâce à ça. Il me fallait de la chair, il me fallait plus de matière, il me fallait du nouveau aussi. Parce que l'air de rien, les personnages sont enfermés dans le jardin. Donc, on a quand même du nouveau avec Perfecto, parce que dans le tome 1, l'intelligence artificielle n'est pas trop présente, on est dans quelque chose d'assez archaïque. Et puis, dans le tome 2, on est très dans la technologie. Donc, mais je voulais... En fait, c'est comme si, et là je découvre, je n'ai pas du tout pensé à ça, mais c'est comme si Mars et Perfecto étaient 2 entités un peu contraires en quelque sorte. On a un androïde qui se cherche une humanité, et un être humain qui se cherche une forme de bestialité pour arrêter de souffrir. Oui. On a comme un peu... Mon Dieu, je découvre ça avec vous ce soir. Quand je parlais de mon inconscient qui travaille tout seul. Hein. Mais c'est ça, Perfecto, comme j'avais marqué, c'est que il y en a qui vont dire comme « Ah, ce qu'il fait, c'est compréhensible parce que, bon, il veut ci, il veut ça. Tu sais, il essaie justement de se trouver une humanité, puis il y en a d'autres qui vont faire comme ouais, non, c'est non, juste non. T'sais. Puis je pense que c'est pour ça que moi, personnellement, j'avais eu de la misère à l'aimer ou ne pas l'aimer. Tu sais, d'un côté, genre, ok, je peux pas spoiler, fait que je vais faire attention à ce que je vais dire, mais quand il arrive ce qui arrive, auprès comme d'Isia, on dirait que d'un côté, t'es comme soulagée, t'es comme contente, puis en même temps, t'es comme triste parce que, tu sais, la seule chose qu'il veut, c'est de l'amour. Tu sais? Ouais, lis pas le tome 3 alors, parce que il y a une continuité à tout ça, il y a une raison à tout ça. Hein. Comme tu l'as très bien, tu as mis le doigt dessus dans ta critique en disant, bon, il y a forcément quelque chose derrière ça. Et effectivement, il y a quelque chose. Et c'est toute la tragédie de cette trilogie-là, en fait, je pense. Mais le 50-50, je suis très contente parce que Perfecto, je le voulais comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage, c'est un androïde, donc ce n'est pas un personnage humain, mais créé par l'être humain. Puis moi, là, je voulais comme... j'aime pas les romans moralisateurs, donc je veux pas faire la morale à personne, mais j'aime bien parfois soulever des questions, puis dire, ok, en tant qu'être humain, on est en train de mettre en place des technologies, des intelligences artificielles, mais avec nos défaillances d'être humain. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place des créatures parfaites, avec une intelligence parfaite, mais qu'on aura bâti, nous, avec notre âme imparfaite. Et donc, je crois qu'elle est là, la dualité de Perfecto aussi. Et je le mentionne d'ailleurs, sans vouloir puncher ou quoi, mais... Et c'est ça, et je suis très contente que tu ressentes ce 50-50 parce que je pense que tu as ressenti ce que je voulais un peu donner comme message. C'est-à-dire, attention, là, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Oui, j'ai encore 3 petites questions avant qu'on décide de se quitter. En parlant justement des personnages, est-ce que tu as un personnage vraiment favori puis un personnage que tu aimes le moins dans Demi-Vie? Dans Demi-Vie? Oh mon Dieu!
Ah, c'est super dur. Un personnage que j'aime le plus, je les aime tellement. J'ai vraiment tripé sur Mars parce que je crois que ça a été ma surprise de cette trilogie-là. Mars a été ma surprise. Il n'était pas prévu, est arrivé là, je m'y attendais pas. Et je crois qu'il apporte quelque chose vraiment au tome 2. Donc, j'ai juste envie que ce soit mon ami, en fait. J'ai juste envie de rentrer dans le livre puis lui faire un câlin. Tu sais, il me fait passer plein d'émotions, en fait. Et sinon, Isia, vraiment, je l'aime. Il y a une grande part de moi dans ce personnage-là parce qu'elle est artiste. Déjà, c'est une artiste. C'est pour ça qu'elle ne succombe pas à l'appel du clair-écran dans le tome 1. Parce qu'elle aime la nouvelle technologie. Elle pense que ça va la couper de la beauté du monde. Et donc là-dessus, il y a une petite ressemblance avec moi. Sacha, je l'adore. Il prend vraiment sa place dans le tome 3, plus dans le tome 2. Dans le tome 3, ça affirme vraiment plus. Driss, pareil. Driss, c'est un personnage tout en évolution. On découvre un peu au départ, qu'on découvre un peu plus dans le tome 2, puis qui trouve vraiment sa place dans le tome 3 aussi. J'aime même Rosa. C'est vrai qu'on voit moins dans le tome 2 parce que c'est un roman jeunesse de 60 000 mots. Donc, à un moment donné, il faut que je fasse des choix. Je peux pas, si je mets des personnages. En fait, c'est ça, c'est que parfois, j'ai peut-être tendance à donner trop d'importance à certains personnages secondaires. Du coup, de créer des attentes. Mais il faut pas que j'oublie que j'ai des personnages principaux et que faut que je mette la lumière sur eux. Et dans le tome 2, c'est un peu ça qui s'est passé. J'aurais voulu faire un peu plus avec Rosa, mais j'avais plus de place. J'étais comme, je me suis dit, bon, tant pis. Mais on va l'avoir un petit peu plus dans le tome 3. On va découvrir des choses sur elle aussi. On va avoir des révélations sur elle. Un passage très, très, dans le tome 3, je dis un passage très émotionnel, mon Dieu, très émotif avec Sacha qui va se passer aussi. Driss, pareil. Enfin bref, je crois que dans le tome 3, on va pleurer. On va en avoir pour ton argent. Parce que je crois qu'on voit beaucoup Isia et Sacha, tout ça, mais les personnages secondaires sont beaucoup là aussi, sont beaucoup plus présents. Donc, il y a justement Karim qui dit un livre sans Mars. Oui, c'est failli, mais regarde, écoute, on n'y pensons plus. C'est derrière. Ça n'a pas eu lieu. Non, ça n'a pas eu lieu. Et ça, c'est la beauté du métier d'artiste. C'est la surprise, l'inconnu. Moi, c'est ça que j'aime. Parfois, il y a une forme d'insécurité qui s'installe, de pas toujours savoir où je m'en vais. Et en fait, je me rends compte que les plus belles choses qui sont sorties dans mes romans, c'est justement parce que je les avais pas prévues d'avance. Mais c'est la beauté de l'écriture. Et de la réécriture aussi. Oui. Parce que, tu sais, dans la réécriture, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, c'est écrire une scène que t'aimes beaucoup. Finalement, là, comme ton éditrice, ça fait comme, ouais, non, tu sais, tu pourrais la changer, tu pourrais faire autre chose. Puis là, tu la changes, puis tu l'aimes encore plus. C'est comme, ah oui, mais c'est comme, j'aurais jamais vu l'autre version. C'est comme, non, elle est oubliée, là. Ah oui, vraiment. Ça, je pense, c'est ce qui m'est arrivé dans L'Ogre et l'Enfant, en fait. Dans L'Ogre et l'Enfant, à la base, il n'y avait pas les flashbacks du héros. On voit des flashbacks, ce qui s'est passé quand il était petit. Il n'y avait pas ces flashbacks-là. Et puis avec mon éditeur, j'ai resserré des choses et tout. Ce qui fait qu'au début, les premières fois où je l'écrivais, je pleurais pas. Là. Puis dans les dernières versions, je pleurais. Donc là, tu te dis, bon, j'ai fait une bonne job, mais mon éditeur a fait une bonne job aussi. Oui, là, voilà. Ouais. J'ai une dernière question. Je vais juste préciser, si les gens, vous avez des questions, c'est le temps. Je vais te mettre un choix. Si tu avais le choix de vivre à l'extérieur avec les prédateurs ou aller dans les jardins et vivre une demi-vie, tu choisirais lequel? Non, ça marche pas parce que c'est la question que je pose dans mes dédicaces à mes lecteurs. Tu choisis la demi-vie parce que c'est ça en fait. Puis vous allez vraiment beaucoup plus découvrir les enjeux dans le spin-off que je vais écrire. Vous allez vraiment plus
découvrir cette torture-là, en fait, ce questionnement-là du personnage, à savoir, ok, là, je suis capable d'aller dans un endroit, un environnement sécuritaire où je ne mourrai pas de faim. Je vais pas devoir me battre pour ma nourriture, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de guerre et tout. Je vais vivre jusqu'à la moitié de ma vie. Tu sais, elle est là la question, puis je pense que ça soulève une question, cette trilogie-là, une question que je me suis posée, puis que je vous livre justement à travers cette histoire, c'est ça. Qu'est-ce qu'on préfère? On préfère mener une vie sans problème, une vie complète mais sans problème, ou alors une vie super intense, une vie peut-être plus compliquée mais qu'on va vivre pleinement et qu'on va maîtriser et dont on sera maître aussi parce que on se rend compte qu'il y a manipulation mentale dans le jardin. Oui. Donc, ok, je suis complètement libre de mes mouvements en dehors du jardin. J'ai mon libre arbitre. Je peux vivre toute ma vie à condition de ne pas me faire trucider et bouffer par un animal. Mais est-ce que c'est moins bien que d'être manipulé et de vivre juste la moitié de sa vie dans un environnement où je travaille? En fait, c'est métro, boulot, dodo. Oui, mais c'est surtout que, tu sais, l'espérance de vie est d'une quarantaine d'années, là. On parle pas de 80-90 ans, là. Ben non, parce qu'avec les produits qu'ils injectent forcément dans les corps, et ben, les corps vieillissent beaucoup plus vite. Donc, quand tu arrives à 40 ans, tu es content, là. Puis, on finit quand même notre vie dans le mouroir, qui est un quartier déprimant du jardin. Donc, c'est ça. C'est une vraie question à laquelle je ne répondrai pas ce soir. Parce que je ne veux pas vous influencer. Puis je vous laisse vraiment découvrir la trilogie pour vous faire votre propre idée. Puis essayer d'y répondre par vous-même. Je crois qu'il y a autant de réponses qu'il y a de lecteurs, finalement. On aura tous une réponse différente à ça. Mais je suis partagée. Et si c'est pour vivre avec Mars, alors ce sera en dehors du jardin. Oui. Pour Mars, ça vaut la peine. Mais c'est ça. La vie est dure à l'extérieur aussi. Ouais. Fait que je pense qu'on va clore là-dessus, parce que je pense que ça fait une belle fin, ça fait amener une réflexion pour les lecteurs qui n'ont pas lu de Vivi. Il n'y a pas d'autres questions non plus. Donc, juste un petit rappel, le tome 2 est sorti le 6 octobre, si je me souviens bien? Oui, autour de ça. Oui, c'est ça. Oui, autour du 6 octobre. Et les livres sont disponibles sur le site des éditions de Mortagne, sur les libraires PCA, Renaud-Bré, dans les librairies, un peu partout. Ouais, donc, voilà, donc vous pouvez vous le procurer. Puis c'est vraiment cute parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais c'est des petits livres. Oui. Ils sont comme tout petits, ils sont vraiment cute, ça pop vraiment bien. Puis voilà, puis pour les femmes, ça rentre dans une sacoche. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais puis ça fait moins mal aux mains quand tu lis. Oui. C'est moins lourd, c'est moins gros. Voilà. Fait que Magali, merci d'avoir été là avec moi ce soir. Merci à toi pour l'invitation. Merci encore pour tes super belles chroniques. Merci à tous ceux qui sont présents, qui ont contribué à notre discussion. Merci d'avoir apporté vos lumières. Exact. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et voilà. Bonne soirée. Merci. Salut.